Y étaient installés déjà au bistrot, avant nous, jaloux d'apéritifs, et retranchés derrière leur siphon. Robinson n'osait pas me demander s'il était cher ce café que j'avais choisi, mais je lui épargnai tout de suite ce souci en l'assurant que tous les prix étaient affichés et tous fort raisonnables. C'était vrai. À sa Madelon, il ne lâchait pas la main. Je peux dire à présent qu'on a payé dans ce restaurant comme si on avait mangé, mais on n'avait qu'essayé de bouffer seulement. Mieux vaut ne pas parler des plats qu'on nous a servis, ils y sont encore. Pour passer l'après-midi ensuite, organiser une séance de pêche avec Robinson, c'était trop compliqué, et on lui aurait fait du chagrin puisqu'il aurait même pas pu voir son bouchon. Mais moi, d'autre part, de la rame, j'en étais déjà malade, rien qu'après l'épreuve du matin, ça suffisait. Je n'avais plus l'entraînement des rivières d'Afrique, j'avais vieilli en ça comme pour tout. Pour changer quand même d'exercice, j'affirmais alors qu'une petite promenade à pied, tout simplement, le long de la berge, nous ferait joliment du bien, au moins jusqu'à ces herbes hautes qu'on apercevait à moins d'1 kilomètre de distance, près d'un rideau de peupliers. Nous voilà, avec Robinson, encore repartis bras dessus bras dessous. Madelon, elle, nous précédait de quelques pas. C'était plus commode pour avancer dans les herbes. À un détour de la rivière, nous entendîmes de l'accordéon. D'une péniche ça venait le son, une belle péniche amarrée à cet endroit du fleuve. La musique le retint, Robinson. C'était bien compréhensible dans son cas, et puis il avait toujours eu un faible pour la musique. Alors, contents, nous, d'avoir trouvé quelque chose qui l'amusait, nous campâmes sur ce gazon même, moins poussiéreux que celui de la berge en pente à côté. On voyait que ce n'était pas une péniche ordinaire, bien propre et fignolée qu'elle était, une péniche pour habiter seulement, pas pour le cargo, avec tout plein de fleurs dessus, et même une petite niche bien pimpante pour le chien. Nous lui décrivîmes la péniche à Robinson. Il voulait tout savoir. « Je voudrais bien, moi aussi, demeurer dans un bateau bien propre comme celui-là, » qu'il a dit alors. « Et toi ?» qu'il demandait à Madelon. « Je t'ai bien compris, va, » qu'elle a répondu. « Mais c'est une idée qui revient cher que tu as, Léon. Ça vaut encore bien plus cher, je suis sûr, qu'une maison de rapport. » On s'est mis là-dessus, tous les trois, à réfléchir sur le prix qu'elle pouvait bien coûter, une péniche ainsi faite, et nous n'en sortions pas de nos estimations. Chacun tenait à son chiffre. L'habitude qu'on avait, nous autres, de compter tout haut, à propos de tout. La musique de l'accordéon nous parvenait bien câline pendant ces temps, et même les paroles d'une chanson d'accompagnement. Finalement, nous tombâmes d'accord qu'elle devait coûter telle quelle au moins dans les 100 000 francs la péniche, à faire rêver. Ferme tes jolis yeux, car les heures sont brèves, au pays merveilleux, au doux pays du rêve. Voilà ce qu'ils chantaient dans l'intérieur, des voix d'hommes et de femmes mélangées, un peu faux, mais bien agréablement tout de même à cause de l'endroit. Ça allait avec la chaleur et la campagne, et l'heure qu'il était, et la rivière. Robinson s'entêtait à estimer des 1000 et des 100. Il trouvait que ça valait davantage encore, telle qu'on la lui avait décrite la péniche, parce qu'elle avait un vitrail dessus pour voir plus clair dedans, et des cuivres partout, enfin du luxe. « Léon, tu te fatigues, » essayait de le calmer Madelon. « Allonge-toi plutôt dans l'herbe qui est bien épaisse et repose-toi un peu. 100 000 ou 500 000, c'est pas à toi ni à moi non plus, n'est-ce pas? Alors c'est vraiment pas la peine de t'exciter. » Mais il était allongé et il s'excitait quand même sur le prix, et il voulait se rendre compte à toute force, et essayer de la voir la péniche qui valait si cher. « A-t-elle un moteur ?» qu'il demandait. On ne savait pas, nous. J'ai été regarder à l'arrière puisqu'il assistait, rien que pour lui faire plaisir, pour voir si j'apercevais pas le tuyau d'un petit moteur. Ferme tes jolis yeux, car la vie n'est qu'un songe, l'amour n'est qu'un mensonge. Ferme tes jolis yeux. Il continuait ainsi à chanter, les gens dedans. Nous alors, enfin, on est tombés de fatigue. Il nous endormait. À un moment, l'épagnol de la petite niche a bondi dehors, et il est venu aboyer sur la passerelle et dans notre direction. Il nous a réveillés en sursaut, et on l'a engueulé, nous autres, l'épagnol. Peur de Robinson. Un type qui avait l'air d'être le propriétaire sortit alors sur le pont par la petite porte de la péniche. Il ne voulait pas qu'on gueule après son chien, et on s'est expliqué. Mais quand il a eu compris que Robinson était pour ainsi dire aveugle, ça l'a calmé subitement cet homme, et même qu'il s'est trouvé bien couillon. Il se ravisa de nous engueuler, et se laissa même un peu traiter de mufle pour arranger les choses. Il nous pria en compensation de venir prendre le café chez lui, dans sa péniche, parce que c'était sa fête qu'il a ajouté. Il ne voulait plus qu'on reste là, au soleil, nous autres, à griller, et patati et patata,
et que ça tombait justement bien parce qu'ils étaient très à table. Un homme jeune que c'était, le patron, un fantaisiste. Il aimait les bateaux, qu'il nous a expliqué encore. On a compris tout de suite. Mais sa femme avait peur de la mer, alors il s'était bien amarré là, pour ainsi dire, sur les cailloux. Chez lui, dans sa péniche, il semblait assez content de nous recevoir. Sa femme, d'abord, une belle personne qui jouait de l'accordéon comme un ange, et puis de nous avoir invités pour le café, c'était aimable quand même. On aurait pu être des n'importe quoi, c'était confiant en somme de leur part. Tout de suite nous comprîmes qu'il ne fallait pas leur faire honte à ces hôtes charmants, surtout devant leurs convives. Robinson avait bien des défauts, mais c'était d'habitude un garçon sensible. Dans son cœur, rien qu'aux voix, il a compris qu'il fallait nous tenir et ne plus lâcher des grossièretés. Nous n'étions pas bien habillés, certes, mais tout de même bien propres et décents. Le patron de la péniche, je l'ai examiné de plus près. Il devait bien avoir dans la trentaine, avec des beaux cheveux bruns poétiques, et un gentil complet du genre matelot mais enfignolé. Sa jolie femme possédait justement des vrais yeux de velours. Leur déjeuner venait de se terminer. Les restes étaient copieux. Nous ne refusâmes pas le petit gâteau, mais non. Et le porto pour aller avec. Depuis longtemps, je n'avais pas entendu des voix aussi distinguées, moi. Ils ont une certaine manière de parler, les gens distingués, qui vous intimident, et moi qui m'effraie, tout simplement. Surtout leurs femmes. C'est cependant rien que des phrases mal foutues et prétentieuses, mais astiquées alors, comme des vieux meubles. Elles font peur, leurs phrases, bien qu'anodines. On a peur de glisser dessus, rien qu'en leur répondant. Et même quand ils prennent des tons canailles pour chanter des chansons de pauvres en manière de distraction, ils le gardent, cet accent distingué qui vous met en méfiance et en dégoût. Un accent qui a comme un petit fouet dedans, toujours. Comme il en faut un, toujours, pour parler aux domestiques. C'est excitant, mais ça vous incite en même temps à trousser leur femme, rien que pour la voir fondre, leur dignité, comme ils disent. J'expliquais doucement à Robinson la manière dont c'était meublé autour de nous, rien que de l'ancien. Ça me rappelait un peu la boutique de ma mère, mais en plus propre, et en mieux arrangé, évidemment. Chez ma mère, ça sentait toujours le vieux poivre. Et puis, pendus aux cloisons, des tableaux du patron, partout. Un peintre. C'est la femme qui me le révéla, et cela en faisant 1000 façons encore. Sa femme, elle l'aimait, ça se voyait, son homme. C'était un artiste, le patron. Beau sexe, beaux cheveux, belle rente, tout ce qu'il faut pour être heureux. De l'accordéon par là-dessus, des amis, des rêveries sur le bateau, sur les eaux rares et qui tournent en rond, bien heureux à ne partir jamais. Ils avaient tout cela chez eux, avec tout le sucre et la fraîcheur précieuse du monde, entre les brises-brises, et le souffle du ventilateur et la divine sécurité. Puisqu'on était venus, nous, il fallait nous mettre à l'unisson. Des boissons glacées et des fraises à la crème d'abord, mon dessert chéri. Madelon se tortillait pour en reprendre. Elle aussi, les belles manières à présent, ça la gagnait. Les hommes la trouvaient gentille, Madelon, le beau-père surtout, un bien cossu. Il en paraissait tout content de l'avoir à côté de lui, Madelon, et alors de se trémousser pour lui être agréable. Il fallait quérir par toute la table encore des gourmandises, rien que pour elle, qui s'en mettait jusqu'au bout du nez de la crème. D'après la conversation, il était veuf, le beau-père, pour sûr qu'il oubliait. Bientôt, elle posséda Madelon au liqueur son petit pompon. Le complet que portait Robinson, le mien aussi, se mettait la fatigue et les saisons et les ressaisons. Mais dans l'abri où nous nous trouvions, ça pouvait ne pas se voir. Tout de même, je me sentais un peu humilié au milieu des autres, si confortable en tout, propre comme des Américains si bien lavés, si bien tenus, prêts pour les concours d'élégance. Madelon, éméchée, ne se tenait plus très bien. Son petit profil pointé vers les peintures, elle racontait des bêtises. L'hôtesse, qui s'en rendait un peu compte, se remit à l'accordéon pour arranger les choses. Cependant que tous chantaient, et nous trois aussi, en sourdine, mais faux alors et platement, la même chanson qu'on entendait dehors tout à l'heure, et puis une autre. Robinson avait trouvé moyen d'engager la conversation avec un vieux monsieur qui paraissait tout connaître de la culture du cacao. Un beau sujet. Un colonial, 2 coloniaux. Quand j'étais en Afrique, entendis-je pour ma grande surprise affirmer Robinson, au temps où j'étais ingénieur agronome de la compagnie Pordurière, répétait-il, je mettais la population entière d'un village à la récolte, etc. Il ne pouvait pas me voir, et alors il s'en donnait à cœur ouvert, tant que ça pouvait. Des faux souvenirs. Plein la vue au monsieur, des mensonges. Tout ce qu'il pouvait trouver pour se mettre à la hauteur du vieux monsieur compétent. Lui toujours assez réservé, Robinson dans son langage, il m'agaçait, et me peinait même, à divaguer de la sorte. On l'avait installé à l'honneur dans le creux d'un gros divan plein de parfums,
un verre de fine en main droite, pendant que de l'autre il évoquait en larges gestes la majesté des forêts inconquises et les fureurs de la tornade équatoriale. Il était parti, bien parti. Alcide aurait bien rigolé s'il avait pu être là lui aussi, dans un petit coin. Pauvre Alcide. Pas à dire, pour être bien, on était bien dans leur péniche. Surtout qu'il commençait à se lever un petit vent de rivière et que flottaient dans le cadre des fenêtres les rideaux tuyautés comme autant de petits drapeaux de fraîche gaieté. Enfin, ce furent les glaces, et puis encore du champagne. Le patron, c'était sa fête, il l'a bien répété 100 fois. Il avait entrepris de donner du plaisir pour une fois, à tous, et même aux passants de la route. À nous pour une fois. Pendant 1 heure, 2, 3 peut-être, on serait tous réconciliés sous sa gouverne, on serait tous copains, les connus et les autres, et même les étrangers, et même nous 3 qu'on avait racolés sur la rive, faute de mieux, pour n'être plus très à table. J'en allais me mettre à chanter ma petite chanson d'allégresse, et puis je me ravisais, trop fier soudain, conscient. Ainsi trouvai-je bon de leur révéler, pour justifier mon invitation malgré tout, j'en avais chaud à la tête, qu'ils venaient d'inviter en ma personne l'un des médecins les plus distingués de la région parisienne. Ils ne pouvaient pas s'en douter, ces gens-là, d'après ma mise, évidemment, et à la médiocrité de mes compagnons non plus, mais aussitôt qu'ils connurent mon rang, ils se déclarèrent enchantés, flattés, et sans plus attendre, chacun d'eux se mit à m'initier à ces petits malheurs particuliers du corps. J'en profitai pour me rapprocher de la fille d'un entrepreneur, une petite cousine bien rablée qui souffrait précisément d'urticaire et de renvoi aigre pour un oui pour un non. Quand on n'est pas habitué aux bonnes choses de la table et du confort, elles vous grisent facilement. La vérité ne demande qu'à vous quitter. Il s'en faut toujours de très peu pour qu'elle vous libère. On n'y tient pas à sa vérité. Dans cette abondance soudaine d'agréments, le bon délire mégalomane vous prend comme un rien. Je me mis à divaguer à mon tour, tout en lui parlant d'urticaire à la petite cousine. On s'en sort des humiliations quotidiennes en essayant, comme Robinson, de se mettre à l'unisson des gens riches par les mensonges, ces monnaies du pauvre. On a tous honte de sa viande mal présentée, de sa carcasse déficitaire. Je ne pouvais pas me résoudre à leur montrer ma vérité. C'était indigne d'eux, comme mon derrière. Il fallait faire coûte que coûte bonne impression. À leur question, je me mis à répondre par des trouvailles, comme tout à l'heure Robinson au vieux monsieur. À mon tour, j'étais envahi de superbe. Ma grande clientèle, le surmenage, mon ami Robinson, l'ingénieur qui m'avait offert l'hospitalité dans son petit chalet toulousain. Et puis d'abord, quand il a bien bu et bien mangé, le convive, il est facilement convaincu. Heureusement, tout passe. Robinson m'avait précédé dans le bonheur furtif des bobards impromptus. Le suivre ne demandait plus qu'un tout petit effort. À cause des lunettes fumées qu'il portait, les gens ne pouvaient pas très bien discerner l'état de ses yeux à Robinson. Nous attribuâmes généreusement son malheur à la guerre. Dès lors nous fûmes bien installés, haussés socialement et puis patriotiquement jusqu'à eux, nos hôtes. Surpris un peu d'abord par la fantaisie du mari, le peintre, que sa situation d'artiste mondain forçait tout de même de temps à autre à quelques actions insolites. Ils se mirent, les invités, à nous trouver réellement tous les 3 bien aimables et intéressants au possible. En tant que fiancée, Madelon ne tenait peut-être pas son rôle aussi pudiquement qu'il eût fallu, elle excitait tout le monde, y compris les femmes, à ce point que je me demandais si tout ça n'allait pas se terminer en partouze. Non. Les propos s'effilochèrent, graduellement rompus par l'effort baveux d'aller au-delà des mots. Rien n'arriva. Nous restions accrochés aux phrases et aux coussins, bien ahuris par l'essai commun de nous rendre heureux, plus profondément, plus chaudement et encore un peu plus les uns les autres, le corps repu, par l'esprit seulement, à faire tout le possible pour tenir tout le plaisir du monde dans le présent, tout ce qu'on connaissait de merveilleux en soi et dans le monde, pour que le voisin enfin se mette à en profiter aussi, et qu'il nous avoue, le voisin, que c'était bien cela qu'il cherchait d'admirable, qu'il ne lui manquait justement que ce don de nous depuis tant et tant d'années, pour être enfin parfaitement heureux, et pour toujours, qu'on lui avait révélé enfin sa propre raison d'être, et qu'il fallait aller le dire à tout le monde alors qu'il l'avait trouvée, sa raison d'être, et qu'on boive encore un coup ensemble pour fêter et célébrer cette délectation et que cela dure toujours ainsi, qu'on ne change plus jamais de charme, que jamais surtout on ne retourne à ces temps abominables, aux temps sans miracle, au temps d'avant qu'on se connaisse et qu'on soit admirablement retrouvés, tous ensemble désormais, enfin, toujours. Le patron, lui, ne put se retenir de le rompre, le charme. Il avait sa manie de nous parler de sa peinture, qui le turlupinait vraiment trop fort.
de ses tableaux, à toute force et à n'importe quel propos. Ainsi, par sa sottise obstinée, bien que saoul, la banalité revint parmi nous, écrasante. Vaincu déjà, j'allais lui adresser quelques compliments bien sentis et resplendissants au patron, du bonheur en phrases pour les artistes. C'est de ça qu'il lui fallait. Dès qu'il les eut reçus, mes compliments, ce fut comme un coït. Il se laissa couler vers un des sofas bouffis du bord et s'endormit presque aussitôt, bien gentiment, évidemment heureux. Les convives, pendant ce temps-là, se suivaient encore les contours du visage, avec des regards plombés et mutuellement fascinés, indécis entre le sommeil presque invincible et les délices d'une digestion miraculeuse. J'économisais pour ma part cette envie de somnoler, et je me la réservais pour la nuit. Les peurs survivantes de la journée éloignent trop souvent le sommeil, et quand on a la veine de se constituer, pendant qu'on le peut, une petite provision de béatitude, il faudrait être bien imbécile pour la gaspiller en futiles roupillons préalables. Tout pour la nuit, c'est ma devise. Il faut tout le temps songer à la nuit. Et puis d'abord nous demeurions invités pour le dîner, c'était le moment de se refaire l'appétit. Nous profitâmes de l'ahurissement qui régnait pour nous esquiver. Nous exécutâmes tous les trois une sortie tout à fait discrète, évitant les convives assoupis et gentiment parsemés autour de l'accordéon de la patronne. Les yeux de la patronne, adoucis de musique, clignaient à la recherche de l'ombre. « À tout à l'heure », nous fit-elle, quand nous passâmes auprès d'elle, et son sourire s'acheva dans un rêve. Nous n'allâmes pas très loin, tous les trois, seulement jusqu'à cet endroit que j'avais repéré où la rivière faisait un coude, entre deux rangs de peupliers, des grands peupliers bien pointus. On découvre dans cet endroit-là toute la vallée, et même au loin cette petite ville dans son creux, ratatinée autour du clocher, plantée comme un clou dans le rouge du ciel. « À quelle heure avons-nous un train pour rentrer ?» s'inquiéta tout de suite Madelon. « T'en fais pas, » qu'il la rassura, lui. « Ils nous reconduiront en auto, c'est entendu, le patron l'a dit, ils en ont une. » Madelon n'insista plus. Elle restait songeuse de plaisir. Une véritable excellente journée. « Et tes yeux, Léon, comment qu'ils vont à présent ?» qu'elle lui demanda alors. « Ça va bien mieux. Je voulais rien te dire encore à cause que j'en étais pas sûr, mais je crois bien que de l'œil gauche, surtout, je commence à pouvoir même compter les bouteilles sur la table. J'en ai bu pas mal, t'as remarqué? Et il était bon. » Le gauche, c'est le côté du cœur, qu'elle nota Madelon joyeuse. Elle était toute contente, ça se comprend, de son mieux de ses yeux à lui. « Embrasse-moi alors, que je t'embrasse » qu'elle lui proposa. Je commençais, moi, à me sentir de trop près de leurs effusions. J'avais cependant du mal à m'éloigner, parce que je ne savais plus très bien par où partir. Je me suis donné l'air d'aller faire un besoin derrière l'arbre qui était un peu plus loin, et je suis resté là derrière l'arbre, en attendant que ça leur passe. C'était tendre ce qu'ils se racontaient. Je les entendais. Des dialogues d'amour les plus plats. C'est toujours tout de même un peu drôle quand on connaît les gens. Et puis, je ne leur avais jamais entendu dire des choses comme celle-ci. « C'est bien vrai que tu m'aimes ?» qu'elle lui demandait. « Autant que mes yeux que je t'aime » qu'il lui répondait. « C'est pas rien ce que tu viens de dire, Léon. Mais tu m'as pas encore vu, Léon. Peut-être quand tu m'auras vu avec tes yeux à toi et plus seulement avec les yeux des autres, que tu m'aimeras plus autant. À ce moment-là, tu reverras les autres femmes, et peut-être que tu te mettras à les aimer toutes, comme les copains. » Cette remarque qu'elle lui faisait, en douce, c'était pour moi. Je ne m'y trompais pas. Elle me croyait loin déjà et que je pouvais pas l'entendre. Alors elle m'en mettait un bon coup. Elle perdait pas son temps. Lui, l'ami, il se mit à protester. « Par exemple » qu'il faisait. Et que tout ça, c'était rien que des suppositions, des calomnies. « Moi, Madelon, pas du tout » qu'il se défendait. « Je suis pas dans son genre, moi. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis comme lui ? Après gentil comme t'as été avec moi, je m'attache, moi, je suis pas un salaud, moi, c'est pour toujours que je t'ai dit. J'ai qu'une parole, c'est pour toujours. T'es jolie, je le sais déjà, mais tu le seras encore bien plus une fois que je t'aurai vu. Là, tu es contente à présent ? Tu pleures plus ? Je peux pas t'en dire davantage tout de même. » Ça, c'est mignon, Léon, qu'elle lui répondait alors, et en se blottissant dans lui. Elles étaient en train de faire des serments. On pouvait plus les arrêter. Le ciel était plus assez grand. « Je voudrais que tu sois toujours bien heureuse avec moi, » qu'il lui faisait, bien doucement après. « Que t'aies rien à faire, et que t'aies cependant tout ce qu'il te faut. Ah, comme t'es bon, mon Léon. T'es meilleur que j'imaginais encore. T'es tendre, t'es fidèle, et t'es tout. C'est parce que je t'adore, ma mimine. » Et il s'échauffait encore en plus, en plotage. Et puis, comme pour me tenir éloigné de leur bonheur intense, à moi, il m'en remettait un sale vieux coup,
Elle d'abord. Le docteur, ton ami, il est gentil, n'est-ce pas? Elle revenait à la charge, comme si je lui étais resté sur l'estomac. Il est gentil. Je ne veux rien dire contre lui, puisque c'est un ami à toi. Mais c'est un homme qu'on dirait brutal tout de même avec les femmes. Je veux pas en dire du mal, puisque je crois que c'est vrai qu'il t'aime bien. Mais enfin, ce serait pas mon genre. Je vais te dire... Ça va pas te vexer, au moins. Non. Rien de le vexer, Léon. Eh bien, il me semble, le docteur, qu'il les aime comme trop, les femmes. Comme les chiens, un peu, tu me comprends? Tu trouves pas, toi? C'est comme s'il sautait dessus, qu'on dirait toujours. Il fait du mal, et il s'en va. Tu trouves pas, toi, qu'il est comme ça? Il trouvait le saligot, il trouvait tout ce qu'elle voulait. Il trouvait même que ce qu'elle disait était tout à fait juste et rigolo, drôle comme tout. Il l'encourageait à continuer, et il s'en donnait le hoquet. Oui, c'est bien vrai ce que t'as remarqué à son sujet, Madelon. C'est un homme qui est pas mauvais, Ferdinand, mais pour la délicatesse, c'est pas son fort. On peut le dire. Et puis pour la fidélité non plus, d'ailleurs, ça j'en suis sûr. T'as dû lui en connaître, toi, des maîtresses, hein, dit Léon. Elle se tuyautait, la vache. Autant comme autant, qui lui a répondu fermement. Mais tu sais, lui d'abord, il est pas difficile. Il fallait tirer une conclusion de ses propos, Madelon s'en chargea. Les médecins, c'est bien connu, c'est tous des cochons, la plupart du temps. Mais lui alors, je crois qu'il est fadé dans son genre. T'as jamais si bien dit, qu'il l'a approuvé, mon bon, mon heureux ami, et il a continué. C'est à ce point que j'ai souvent cru, tellement qu'il était porté là-dessus, qu'il prenait des drogues. Et puis alors il possède un de ces machins. Si tu voyais ça, cette grosseur, c'est pas naturel. Ah ah, fit Madelon, perplexe du coup, et qu'essayait de se souvenir de mon machin. Tu crois alors qu'il aurait des maladies, toi, dit? Elle était bien inquiète, navrée soudain par ses informations intimes. Ça, j'en sais rien, fut-il obligé de convenir, à regret. Je peux rien assurer. Mais il y a des chances, avec la vie qu'il mène. Tout de même, t'as raison, il doit prendre des drogues. Ça doit être pour ça qu'il est quelquefois si bizarre. Et sa petite tête, elle travaillait à Madelon, du coup. Elle ajouta, à l'avenir, il faudra qu'on se méfie de lui un peu. T'en as pas peur, quand même, qu'il lui a demandé. Il est rien pour toi, au moins. Il t'a jamais fait d'avance. Ah, ce non, alors, j'aurais pas voulu. Mais on ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. Suppose, par exemple, qu'il fasse une crise. Ça fait des crises, ces gens-là, avec les drogues. Toujours est-il que c'est pas moi qui me ferais soigner par lui. Moi non plus, maintenant qu'on en a parlé. Qu'il a approuvé Robinson. Et par là-dessus, encore tendresse et caresse. Câlin, câlin, qu'elle le berçait. Minon, minon, qui lui répondait. Et puis des silences entre, avec des rages de baisers dedans. Dis-moi vite que tu m'aimes, autant de fois que tu pourras pendant que je t'embrasse jusqu'à l'épaule. Ça commençait au cou, le petit jeu. Que je suis rouge, moi, qu'elle s'exclamait en soufflant. J'étouffe, donne-moi de l'air. Mais il la laissait pas souffler, il recommençait. Moi, dans l'herbe à côté, j'essayais de voir ce qui allait se passer. Il lui prenait les bouts des seins entre les lèvres et il s'amusait avec. Enfin, des petits jeux. J'en étais tout rouge aussi, moi, et d'un tas de sentiments et tout émerveillé en plus par mon indiscrétion. Nous deux, on sera bien heureux, hein? Dis-moi, Léon, dis-moi que t'en es bien sûr qu'on sera heureux. C'était l'entracte. Et puis encore des projets d'avenir à n'en plus finir, comme pour refaire un monde entier. Mais un monde rien que pour eux deux, par exemple. Moi surtout pas dedans du tout. On aurait dit qu'ils n'en avaient jamais fini de se débarrasser de moi, de déblayer leur intimité de ma sale évocation. Il y a longtemps, hein, que vous êtes des amis ensemble avec Ferdinand? Ça la tracassait, ce truc-là. 2 années, oui. Par ici, par là, qu'il a répondu. On s'est rencontrés d'abord au hasard dans les voyages. Lui, c'est un type qui aime avoir des pays. Moi aussi, dans un sens. Alors c'est comme si on avait fait route ensemble depuis longtemps, tu comprends? Il ramenait ainsi notre vie à de moindres banalités. Eh bien, ça va cesser d'être si copain, mon mignon. Et à partir de maintenant encore, qu'elle lui a répondu, bien déterminée, brève et nette. Ça va cesser. Pas mon mimi que ça va cesser. Rien qu'avec moi tout seul que tu vas faire ta route à présent. Tu m'as compris? Pas mon mignon. T'es donc jalouse de lui, alors? Qu'il lui a demandé, un peu interloqué quand même, le couillon. Non, je ne suis pas jalouse de lui, mais je t'aime trop, tu vois, mon Léon. Je veux t'avoir tout entier à moi, te partager avec personne. Et puis d'abord, il n'est pas une fréquentation pour toi à présent que je t'aime, mon Léon. Il est trop vicieux. Tu comprends, là? Dis-moi que tu m'adores, Léon, et que tu me comprends. Je t'adore. Bien. On est rentrés tous à Toulouse, le même soir. C'est 2 jours plus tard que l'accident est survenu. Je devais tout de même m'en aller,
Et juste comme j'étais en train de finir ma valise pour partir à la gare, voilà que j'entends quelqu'un qui crie quelque chose devant la maison. J'écoute. Il fallait que je me dépêche de descendre tout de suite au caveau. Je ne voyais pas la personne qui m'appelait ainsi, mais au ton de sa voix, ça devait être rudement pressé. C'était d'urgence qu'il fallait que je m'y rende, paraît-il. « Pas une minute alors, ça brûle ?» que je réponds, moi, histoire de pas me précipiter. Il devait être vers les 7 heures, juste avant le dîner. Pour les adieux, on devait se les faire à la gare, ça avait été convenu ainsi. Ça arrangeait tout le monde parce que la vieille devait rentrer un peu plus tard à la maison. Justement, ce soir-là, à cause d'un pèlerinage qu'elle attendait au caveau. « Venez vite, docteur !» qu'elle insistait encore la personne de la rue. « Il vient de lui arriver un malheur à madame Enrouille. »« Bon, que je fais? J'y vais tout de suite, c'est entendu, je descends. » Mais le temps de me ressaisir un peu. « Partez toujours devant, que j'ajoute. Dites-leur que j'arrive derrière vous, que je cours, le temps de passer mon pantalon. »« Mais c'est tout à fait pressé, » qu'elle insistait encore, la personne. « Elle a perdu sa connaissance, que je vous répète. Elle s'est cassé un os dans la tête, qu'il paraît. Elle est tombée à travers les marches de son caveau. D'un coup tout en bas qu'elle a tombé. » Ça va, que je me suis dit en moi-même, en entendant cette belle histoire. Et j'ai pas eu besoin de réfléchir encore longtemps. J'ai filé tout droit vers la gare. J'étais fixé. Je l'ai eu, mon train de 7h15 quand même, mais au poil. On s'est pas fait d'adieu. Parapine, ce qu'il a trouvé d'abord en me revoyant, c'est que j'avais pas bonne mine. « T'as dû bien te fatiguer, toi, là-bas, à Toulouse », qu'il a remarqué, soupçonneux comme toujours. C'est vrai qu'on avait eu des émotions là-bas à Toulouse, mais enfin, fallait pas se plaindre, puisque je l'avais échappé belle, du moins que j'espérais, aux vrais ennuis, en me défilant au moment critique. Je lui expliquai donc l'aventure en détail en même temps que mes soupçons à Parapine. Mais il n'était pas convaincu que j'eusse agi avec beaucoup d'adresse dans la circonstance. On n'a pas eu le temps toutefois de bien discuter la chose, parce que la question d'un boulot pour moi était devenue sur ces entrefaites si pressantes qu'il fallait aviser. Pas de temps donc à perdre en commentaires. Je n'avais plus que 150 francs d'économie, et je ne savais plus trop où aller désormais pour m'établir. Au Tarapout, on n'embauchait plus. La crise. Retourner à la Garenne-Rancy alors? Retâter de la clientèle? J'y songeais bien pendant un instant, malgré tout, mais comme fin des fins seulement, et bien à contre-cœur. Rien qui s'éteigne comme un feu sacré. C'est lui, Parapine, qui m'a tendu finalement la bonne perche, avec une petite place qu'il a découverte pour moi dans l'asile, précisément où il travaillait et depuis des mois déjà. Les affaires allaient encore assez bien. Dans cette maison, Parapine était non seulement chargé du service des aliénés au cinéma, mais il s'occupait au surplus des étincelles. À heure précise, 2 fois par semaine, il déclenchait des véritables orages magnétiques par-dessus la tête des mélancoliques rassemblés tout exprès dans une pièce bien close et bien noire. Du sport mental, en somme, et la réalisation de la belle idée du docteur Bariton, son patron. Un radin, d'ailleurs, ce compère, qui m'agréa pour un tout petit salaire, mais avec un contrat et des clauses longues comme ça, toutes à son avantage, évidemment. Un patron, en somme. Nous n'étions dans son asile qu'à peine rémunérés, c'était vrai, mais par contre nourris pas mal et couchés tout à fait bien. On pouvait s'envoyer aussi les infirmières, c'était permis, et bien entendu tacitement. Bariton, le patron, n'y trouvait rien à redire à ces divertissements, et il avait même remarqué que ces facilités érotiques attachaient le personnel à la maison. Pas bête, pas sévère. Et puis c'était pas le moment d'abord de poser des questions et des conditions quand on venait m'offrir un petit beefsteak, qui tombait plus qu'à pic. À la réflexion, je n'arrivais pas très bien à saisir pourquoi Parapine m'avait voué soudain tant d'actif intérêt. Sa conduite à mon égard me tracassait. Lui attribuer, à lui, Parapine, des sentiments fraternels, c'était tout de même trop l'embellir. Ça devait être plus compliqué encore. Mais tout arrive. À la table de midi, nous nous retrouvions, c'était l'usage, réunis tout autour de Bariton, notre patron, aliéniste chevronné, barbe en pointe, cuisses brèves et charnues, bien gentil, question d'économie à part, chapitre sur lequel il se démontrait tout à fait écœurant chaque fois qu'on lui en fournissait le prétexte et l'occasion. En fait de nouilles et de Bordeaux râpeux, il nous gâtait, on peut le dire. Un vignoble entier lui était échu par héritage, nous expliqua-t-il. Tant pis pour nous, ce n'était qu'un petit cru, je l'affirme. Son asile de Vigny-sur-Seine ne désemplissait guère. On l'intitulait « Maison de santé » sur les notices, à cause d'un grand jardin qui l'entourait, où nos fous se promenaient pendant les beaux jours. Ils s'y promenaient avec un drôle d'air d'équilibre difficile de leur tête sur leurs épaules, les fous.
comme s'ils avaient constamment eu peur d'en répandre le contenu, par terre, en trébuchant. Là-dedans se tamponnaient toutes espèces de choses sautillantes et biscornues, auxquelles ils tenaient horriblement. Ils ne nous en parlaient de leurs trésors mentaux, les aliénés, qu'avec des tas de contorsions effrayées, ou des allures de condescendance et protectrice, à la façon de très puissants administrateurs méticuleux. Pour un empire, on ne les aurait pas fait sortir de leur tête, ces gens-là. Un fou, ce n'est que les idées ordinaires d'un homme, mais bien enfermé dans une tête. Le monde n'y passe pas à travers sa tête, et ça suffit. Ça devient comme un lac sans rivière, une tête fermée, une infection. Bariton se fournissait en nouilles et en légumes à Paris, en gros. Aussi ne nous émettons guère chez les commerçants de Vigny-sur-Seine. Ils nous avaient même dans le nez, les commerçants, on pouvait le dire. Ça ne nous coupait pas l'appétit, cette animosité. À table, au début de mon stage, Bariton dégageait régulièrement les conclusions et la philosophie de nos propos décousus. Mais ayant passé sa vie au milieu des aliénés, à gagner sa croûte dans leur trafic, à partager leur soupe, à neutraliser tant bien que mal leurs insanités, rien ne lui semblait plus ennuyeux que d'avoir encore à parler parfois de leur manie au cours de nos repas. Ils ne doivent pas figurer dans la conversation des gens normaux, affirmait-il, défensif et péremptoire. Il s'en tenait pour ce qu'il concernait à cette hygiène mentale. Lui, il l'aimait la conversation, et d'une façon presque inquiète. Il l'aimait amusante, et surtout rassurante et bien sensée. Sur le compte des tapés, il désirait ne point s'appesantir. Une instinctive antipathie à leur égard lui suffisait une fois pour toutes. Nos récits de voyage l'enchantaient par contre. On ne lui en donnait jamais assez. Parapine, dès mon arrivée, fut délivré partiellement de son bavardage. J'étais tombé à point pour distraire notre patron pendant les repas. Toutes mes pérégrinations y passèrent, longuement relatées, arrangées évidemment, rendues littéraires comme il le faut, plaisantes. Bariton faisait en mangeant avec sa langue et sa bouche énormément de bruit. Sa fille se tenait toujours à sa droite. Malgré ses 10 ans, elle semblait déjà flétrie à jamais, sa fille aimée. Quelque chose d'inanimé, un incurable teint grisaille estompait Aimée à notre vue, comme si des petits nuages malsains lui fussent continuellement passés devant la figure. Entre Parapine et Bariton survenaient de petits froissements. Cependant, Bariton ne gardait rancune de rien, à personne, du moment qu'on ne se mêlait aucunement des bénéfices de son entreprise. Ses comptes constituèrent pendant longtemps le seul côté sacré de son existence. Un jour, Parapine, au temps où il lui parlait encore, lui avait déclaré tout cru à table qu'il manquait d'éthique. D'abord, cette remarque, ça l'avait froissé Bariton. Et puis tout s'était arrangé. On ne se fâche pas pour si peu. Au récit de mes voyages, Bariton éprouvait non seulement un émoi romanesque, mais encore le sentiment de réaliser des économies. Quand on vous a entendu, on n'a plus besoin d'aller les voir, ces pays-là, tellement vous les racontez bien, Ferdinand. Il ne pouvait songer à m'adresser un plus gentil compliment. Nous ne recevions dans son asile que les fous de surveillance facile, et jamais les aliénés très méchants et nettement homicides. Son asile n'était point un lieu absolument sinistre. Peu de grilles, quelques cachots seulement. Le sujet le plus inquiétant, c'était peut-être encore parmi tous la petite Aimée, sa propre fille. Elle ne comptait pas parmi les malades, cet enfant, mais le milieu la hantait. Quelques hurlements, de temps à autre, nous parvenaient jusqu'à notre salle à manger, mais l'origine de ces cris était toujours assez futile. Ils duraient peu, d'ailleurs. On observait encore de longues et brusques vagues de frénésie qui venaient secouer de temps à autre les groupes d'aliénés, à propos de rien, au cours de leurs vadrouilles interminables, entre la pompe, les bosquets et les bégonias en massif. Tout cela finissait, sans trop d'histoire et d'alarme, par des bains tièdes et des bonbonnes de sirop thébaïque. Aux quelques fenêtres des réfectoires qui donnaient sur la rue, les fous venaient parfois à hurler et à ameuter le voisinage, mais l'horreur leur restait plutôt à l'intérieur, et ils s'en occupaient et la préservaient, leur horreur, personnellement, contre nos entreprises thérapeutiques. Ça les passionnait, cette résistance. En pensant à présent à tous les fous que j'ai connus chez le père Bariton, je ne peux m'empêcher de mettre en doute qu'il existe d'autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar. La grande fatigue de l'existence n'est peut-être en somme que cet énorme mal qu'on se donne pour demeurer 20 ans, 40 ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement profondément soi-même, c'est-à-dire immonde,
Atroce, absurde. Cauchemar d'avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudiquant qu'on nous a donné. Des malades, nous en avions à l'asile à tous les prix. Les plus opulents demeuraient en chambre, fortement capitonnés Louis XV. À cela, Bariton rendait chaque jour sa petite visite, hautement tarifée. Eux l'attendaient. De temps à autre, il recevait une maîtresse paire de gifles, Bariton, formidable à vrai dire, longuement préméditée. Tout de suite, il la portait sur la note au titre de traitement spécial. À table, Parapine restait sur la réserve. Non point que mes succès oratoires devant Bariton le vexassent le moins du monde, au contraire, il semblait plutôt moins préoccupé qu'autrefois, au temps des microbes, et en définitive, presque content. Il faut noter qu'il avait eu joliment peur avec ses histoires de mineurs. Il en demeurait un peu déconcerté vis-à-vis du sexe. Aux heures libres, il rôdait autour des pelouses de l'asile, lui aussi, tout comme un malade, et quand je passais auprès de lui, il m'adressait des petits sourires, mais si indécis, si pâles ces sourires qu'on aurait pu les prendre pour des adieux. En nous agréant tous les deux dans son personnel technique, Bariton faisait une bonne acquisition puisque nous lui avions apporté non seulement tout notre dévouement de chaque heure, mais encore de la distraction et ces échos d'aventures dont il était friand et sevré. Aussi prenait-il souvent plaisir à nous témoigner de sa satisfaction. Il émettait toutefois quelques réserves en ce qui concernait Parapine. Il n'avait jamais été avec Parapine entièrement à son aise. « Parapine, voyez-vous, Ferdinand, me fit-il un jour en confidence, c'était russe. » Le fait d'être russe pour Bariton, c'était quelque chose d'aussi descriptif, morphologique, irrémissible que diabétique ou petit nègre. Lancé sur ce sujet qui lui agaçait l'âme depuis bien des mois, il se mit en ma présence et pour mon bénéfice particulier à travailler énormément du cerveau. Je ne le reconnaissais pas, Bariton. Nous allions justement ensemble jusqu'au tabac du pays pour chercher des cigarettes. Parapine, n'est-ce pas, Ferdinand? C'est un garçon que je trouve tout à fait intelligent, c'est bien entendu, mais tout de même il a une intelligence entièrement arbitraire, ce garçon-là. Ne trouvez-vous pas, Ferdinand? Entièrement, qu'il disait. C'est un garçon d'abord qui ne veut pas s'adapter. Ça se remarque tout de suite chez lui. Il n'est même pas à son aise dans son métier. Il n'est même pas à son aise dans ce monde. Avouez-le, et en cela il a tort, tout à fait tort. Puisqu'il souffre, c'est la preuve. Tenez-moi, regardez comme je m'adapte, Ferdinand. Il s'en tapait sur le sternum. Que demain la Terre se mette par exemple à tourner dans l'autre sens, eh bien moi, je m'adapterai, Ferdinand. Et tout de suite encore. Et savez-vous comment, Ferdinand? Je dormirai un bon coup de 12 heures en plus, et tout sera dit. Et voilà tout, et oup. Ce n'est pas plus malin que cela, et ce sera fait. Je serai adapté. Tandis que votre Parapine, lui, dans une aventure semblable, savez-vous ce qu'il fera? Il en ruminera des projets et des amertumes pendant 100 ans encore. J'en suis certain, je vous le dis. N'est-ce point vrai? Il en perdra son sommeil, du coup, que la Terre se mette à tourner à l'envers. Il y trouvera je ne sais quelle injustice spéciale, trop d'injustice. C'est sa manie d'ailleurs, l'injustice. Il m'en parlait énormément de l'injustice à l'époque où il daignait me parler encore. Et croyez-vous qu'il se contentera de pleurnicher? Ce ne serait que demi-mal, mais non. Il cherchera tout de suite un truc pour la faire sauter, la Terre, pour se venger, Ferdinand. Et le pire, je vais vous le dire, le pire, Ferdinand, mais là, alors, tout à fait entre nous, eh bien, c'est qu'il le trouvera, le truc. Comme je vous le dis, attenez, Ferdinand, essayez de bien retenir ce que je vais vous expliquer. Il existe des fous simples, et puis il existe d'autres fous, ceux que torture la marotte de la civilisation. Il m'est affreux de penser que Parapine est arrangé parmi ceux-ci. Savez-vous ce qu'un jour il m'a dit? Non, monsieur. Eh bien, il m'a dit, entre le pénis et les mathématiques, monsieur Bariton, il n'existe rien. Rien, c'est le vide. Et puis tenez-vous encore. Savez-vous ce qu'il attend pour me reparler à nouveau? Non, monsieur Bariton, non, je n'en sais rien du tout. Il ne vous l'a donc pas raconté? Non, pas encore. Eh bien, à moi, il me l'a dit. Il attend qu'advienne l'âge des mathématiques. Tout simplement. Il est absolument résolu. Comment trouvez-vous cette manière impertinente d'agir à mon égard? Son aîné, son chef. Il fallait bien que je me misse à rigoler un brin pour que passe entre nous cette exorbitante fantaisie. Mais Bariton n'entendait plus la bagatelle. Il trouvait même le moyen de s'indigner de bien d'autres choses. Ah, Ferdinand, je vois que tout ceci ne vous semble qu'anodin.
Innocente parole, billevesée extravagante entre tant d'autres. Voici ce que vous semblez conclure, rien que cela, n'est-ce pas? Oh, imprudent Ferdinand! Laissez-moi au contraire vous mettre bien soigneusement en garde contre ces errements, futiles seulement d'apparence. Je vous déclare que